Bonjour et bienvenue au kiosque du bureau d'avocat Généreux Gavami. Je m'appelle Sacha Gavami et aujourd'hui nous allons vous présenter deux conférences. La première, celle-ci, va porter sur les différentes façons de se partir en affaires. Plusieurs personnes, quand ils pensent à se lancer une entreprise, pensent automatiquement à s'incorporer. Et aujourd'hui, on va essayer de vous montrer qu'il y a plusieurs autres façons de se partir en affaires. Et vous devriez prendre le temps de regarder chacune de ces options-là avant de choisir laquelle est la meilleure pour vous. Tout choix de ce genre, vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Donc, on doit vraiment prendre le temps de regarder la situation dans laquelle vous êtes trouvé, vos objectifs et ce que chaque véhicule juridique peut vous amener. Donc, aujourd'hui, on va regarder les principaux véhicules juridiques qui sont recommandés pour se partir en affaires, avec leurs avantages et inconvénients. Et puis après cette conférence, et après que vous ayez posé vos questions, on espère que vous en saurez davantage et que vous saurez quel choix est le meilleur pour vous. Donc, les principaux véhicules juridiques qu'on va regarder aujourd'hui sont l'entreprise individuelle, la société en non collectif, la société en commandite et la société par action. Donc, plusieurs d'entre vous soit ont débuté l'entreprise ou sont sur le point de débuter l'entreprise. Donc, on va essayer démystifier tout ça avec les points importants. On va commencer par l'entreprise individuelle. Bon, l'entreprise individuelle, c'est pas vraiment un véhicule juridique, c'est plus que la personne qui gère l'entreprise individuelle et l'entreprise se confondent en une seule et même personne. Donc, les avantages, c'est que très facile à partir, il y a peu de formalités, très peu coûteux, facile à gérer, il n'y a pas de résolution, par exemple. Donc, c'est très simple à ce moment-là. On pourrait partir ça de même manière. Par contre, il y a des inconvénients qu'il faut porter attention. D'abord, il y a des limites de ressources financières, c'est-à-dire, contrairement aux sociétés par action, qu'on appelle aussi des compagnies, on ne peut pas vendre des actions pour recevoir du capital pour le financement. Dans le cas des entreprises individuelles, on doit contracter des prêts, par exemple. Donc, des prêts, ils ont des termes, des taux d'intérêt élevés. C'est plus risqué, c'est pas toujours avantageux. Donc, ça, c'est pas toujours l'idéal. Aussi, l'entreprise individuelle et la personne qui la gère, par exemple, sont la même personne. Donc, si demain matin, par exemple, je me pars une entreprise individuelle en construction et que je dois à un créancier le montant de 500 000 en fait, que l'entreprise individuelle doit 500 000 au créancier, ce créancier peut venir me chercher à moi, Sacha Gavami, personnellement. Donc, l'entreprise n'est pas distincte de la personne en tant que telle. Donc, ça, c'est toujours un peu plus risqué. Puis, au niveau fiscal, le revenu de l'entreprise est considéré comme le revenu personnel de la personne qui la gère, donc dans le même exemple de Sacha Gavami. Donc, c'est les taux d'imposition qui sont plus élevés. Maintenant, les sociétés. Les sociétés, de 1, c'est un contrat. On va regarder deux principales sociétés, société en non collectif et société en commandite. Donc, ces deux sont régis par contrat. Pour qu'un contrat de société existe, selon le Code civil du Québec, il faut qu'il y ait deux personnes ou plus qui conviennent dans un esprit de collaboration, donc un travail d'équipe, dans la réalisation d'une activité, d'exercer une activité. Donc, dans notre cas, on va focuser sur l'exploitation d'une entreprise. Il est très important que les associés, c'est-à-dire les personnes qui sont parties au contrat, fournissent un apport. Donc, qui apporte quelque chose à la société. Ceci peut être financier, matériel, intellectuel. Juste qu'il y ait un apport de quelque forme qu'il soit. Et que finalement, les associés partagent les bénéfices et les pertes. Ça, c'est les 5 points les plus importants. C'est les 5 critères pour qu'il y ait un contrat de société. Dès qu'on a ça, on a une société, puis il faut après ça regarder quelle sorte de société qu'on a. On va commencer par la société en non collectif, qui est, selon moi, la société la plus commune. Donc, les avantages d'une société en non collectif, c'est qu'encore une fois, comme entreprise individuelle, c'est une création qui est assez simple, peu coûteuse et qui nécessite seulement un contrat. Donc, évidemment, un contrat, on préfère toujours écrit et non verbal, parce qu'un contrat verbal, ça apporte toujours des problèmes. Il faut toujours mettre vos ententes par écrit, même si c'est avec vos meilleurs amis, toujours important. Et aussi, le point important, je reprends mon exemple tout à l'heure. Bon, j'ai dit qu'un créancier dans l'entreprise individuelle pouvait poursuivre la personne personnellement. Dans une société, il y a une meilleure protection. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir aller chercher les associés personnellement, un créancier de la société doit d'abord aller chercher la société.
et si les biens de la société ne suffisent pas pour remplir la dette. Après ça, les associés vont être solidairement responsables des dettes de la société. Donc, c'est comme s'il y avait une couche de protection plus élevée qu'une entreprise individuelle. C'est pas l'idéal, c'est pas comme une compagnie, une société par action, mais c'est mieux qu'une entreprise individuelle. Et l'avantage, c'est que fiscalement, la société constitue on appelle un flow-through, et que les revenus sont donc imposés dans les mains de chaque association. Les inconvénients de la société non collective, bon, évidemment, il y a une meilleure protection qui est offerte que l'entreprise individuelle, mais les associés demeurent totalement responsables de la dette si les biens de la société ne suffisent pas. Aussi, comme l'entreprise individuelle, pour les ressources financières, ça implique des prêts souvent. Il n'y a pas de possibilité de vendre des actions. Donc, c'est des prêts à taux d'intérêt élevé avec un terme, etc. Maintenant, la société en commandite, il y a deux principaux acteurs. Les commandités qui, eux, gèrent la société. Et les commanditaires qui, eux, leur seul rôle, c'est de fournir un apport au fonds commun de la société. Donc, c'est eux qui apportent un soutien financier. Donc, les avantages de ça, c'est que vraiment les commandités gèrent la société et les commanditaires ne font que financer. Donc, il n'y a pas de conflit à ce moment-là entre les deux parties. La création est peu formelle et très peu coûteuse à ce moment-là, comme la société non collective. C'est le même principe, c'est le même véhicule juridique au niveau de la société. Puis, à ce moment-là, comme tantôt, il y a un flow-through au point de vue fiscal. Donc, les revenus sont imposés dans les mains des associations. Les inconvénients. Maintenant, il y a la même protection qu'une société en non collectif, mais si les biens de la société en commandite ne suffisent pas pour remplir la dette, les commandités vont être solidairement responsables de la dette de la société. Les commanditaires, eux, l'avantage pour eux, qui est intéressant, c'est que leur seul risque est leur apport. Donc, si le commanditaire fournit 1 000 $ d'apport, il ne sera pas responsable pour plus que le 1 000 $. C'est limité. Par contre, pour les commanditaires, c'est pas nécessairement la même chose. Si les biens de la société en commandite ne suffisent pas, les commandités vont être personnellement responsables à ce moment-là. Pour moi, c'est le principal inconvénient. Aussi, il faut regarder toujours du cas par cas, mais la société en commandite est un peu plus rare que la société non collective. La société non collective est la forme la plus commune, mais les avantages et les inconvénients, ils se ressemblent. Je vous dirai à ce moment. Maintenant, la société par action. La société par action, je reviens, c'est un synonyme de compagnie. C'est le véhicule juridique le plus connu, comme j'ai dit tantôt. C'est ça que les gens, habituellement, ils veulent faire, ils veulent partir d'une compagnie. Il y a plusieurs avantages d'une société par action. On ne se le cachera pas. Premièrement, il y a une personnalité juridique complètement distincte. Donc, à moins de certains cas particuliers, donc par exemple la fraude des administrateurs ou une faute commise par les administrateurs, les administrateurs et les actionnaires ne seront jamais personnellement responsables des dettes de la société par action. Donc, c'est comme si la société par action était une personne entière. C'est elle qui s'occupe de toutes ses dettes, c'est elle qui va chercher en cours pour aller poursuivre d'autres compagnies ou d'autres personnes, etc. Pour le financement, c'est super intéressant. On peut souscrire des actions, donc les actions vont fournir le financement. Pas besoin nécessairement d'aller chercher des prêts à ce moment-là. Donc, on vend des actions, puis c'est des taux d'intérêt moins élevés, il n'y a pas de terme. C'est très intéressant à ce niveau-là. Aussi, les actionnaires vont pouvoir avoir un certain contrôle, ils vont pouvoir élire les administrateurs. Donc, ils vont pouvoir s'assurer d'avoir les bons administrateurs en place pour gérer les affaires de l'entreprise, de la compagnie. C'est très intéressant à ce niveau-là aussi. Et au niveau fiscal, je n'entrerai pas trop en détail, mais il y a des taux d'imposition plus bas, par exemple. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Par contre, les inconvénients aussi. Les principaux inconvénients, je vous dirais, c'est les coûts et les formalités. Pour partir d'une compagnie, c'est assez dispendieux. Ça implique des coûts au gouvernement, des frais d'avocat, c'est beaucoup de formulaires à remplir, c'est des statuts de constitution, les matriculations. Donc, c'est vraiment c'est une situation où on peut être prêt à mettre peut-être 1 000 $ ou 1 500 $ pour partir la compagnie avant même de recevoir un montant quelconque. Donc, c'est un investissement un peu plus élevé que les autres formes qu'on a vues. Et aussi, lorsqu'elle est incorporée, lorsque vous avez, les formalités sont plus grandes. Donc,
par exemple, les résolutions à signer, les conventions, c'est-à-dire les assemblées d'actionnaires, les réunions d'administrateurs. Donc, il faut tout prendre ça en considération, savoir qu'il y a plus de formalités, il faut vraiment s'assurer de bien respecter la loi pour s'assurer qu'on n'est pas en défaut sur les formalités qui sont demandées. Donc voilà, ceci fait un survol des principaux véhicules juridiques qu'on voulait vous faire part aujourd'hui. Évidemment, comme j'ai mentionné, il n'y a pas de véhicule juridique parfait pour tout le monde. Donc, il faut vraiment regarder le cas par cas et chaque cas va correspondre à un véhicule juridique précis selon ce qu'on veut. Et je vous invite donc à prendre le temps de bien évaluer ça, de venir nous poser des questions. On est là pour ça, on est disponible pour vous pendant toute la durée du salon. Et écoutez, à partir de là, vous pouvez venir nous contacter directement, même après le salon, on peut prendre rendez-vous avec vous et vous aider vraiment à partir sur le bon pied, parce que c'est très important de partir sur des bonnes bases. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter. Ça fait un plaisir de vous expliquer cela et j'espère que vous en avez appris davantage sur les différentes façons de se partir en affaires. Merci.